Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. C'est une vidéo devenue virale sur la toile. Elle met en scène Sa Majesté Mvondo, chef du village Akak et le sous-préfet de Campo, un arrondissement du département de l'Océan, région du Sud Cameroun, revendiquant le paiement de la redevance forestière. Les populations du village Akak, sous la conduite de leur chef, ont décidé de poser des barricades sur la voie publique. S'appuyant sur la loi, le sous-préfet va exiger que les barricades soient levées. Sur fond d'intimidation, le chef de terre va lancer, je le cite, « Madame, c'est moi qui parle, je suis votre supérieur hiérarchique ». Fin de citation. Une déclaration qui va contribuer à mettre le feu aux poudres. Au chef de renchérir, tu n'es pas mon supérieur, tu es mon collaborateur. Va renchérir Sa Majesté. Quelques jours auparavant, c'est le préfet des Hauts-Plateaux, région de l'Ouest, dans la région de l'Ouest Cameroun, qui adressait une mise en garde à Sa Majesté Sunkunju Jean Ramo Philippe, roi des Bamendjou, pour avoir organisé et présidé une concertation politique non déclarée dans sa chefferie, déclare le préfet des Hauts-Plateaux. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information du vendredi, présentée aujourd'hui aussi par Cédric Noufelé. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, Madame, Monsieur, le fait du jour. Administration et autorité traditionnelle, conflit d'autorité. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir des politiques, la société civile et un activiste. On va commencer par lui. André Blaise Sama, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Anaotou, bonsoir à tous les téléspectateurs. Permettez-moi, Serge Anaotou, bonsoir à tous mes panélistes et copanélistes. Je vais, en mémoire de Douala Mangabel, profiter comme nous sommes à la veille, remettre à chacun d'entre vous cette flamme toujours ardente. Le drapeau du Cameroun. Bien sûr, ça donne l'occasion de remercier Douala Mangabel pour ce grand sacrifice qu'il a bien sûr accordé à notre peuple. Le 8 août 1914. Et c'était bien sûr l'occasion pour le peuple camerounais de découvrir la violence coloniale, la violence allemande sur le peuple camerounais. Malheureusement, nous n'avons pas encore de réparation. Et c'est l'occasion pour moi de dire à toute notre génération, nous avons intérêt à faire qu'il y ait des réparations, parce qu'en Tanzanie déjà, il y a eu des réparations. On a vu comment même la France a fait des réparations du côté de l'Algérie. Chacun d'entre nous est comptable de ce qu'il y aura à faire. Vive Douala Mangabel, vive Tété Kombo. Merci encore de m'avoir invité. Voilà. Bonsoir Pierre-Emmanuel Bignam. Bonsoir Serge Alain Otto. Et un bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de Kino ce soir, non seulement au Cameroun, mais aussi dans la diaspora et partout dans le monde entier. Il n'y a pas eu que Douala Mangabel. Ce même 8 août 1914, Martin Paul Samba a été froidement assassiné également par la milice allemande. Lui, il a été assassiné par fusillade. Pendant que sur les rives du Vouri, Douala Mangabel, lui, il a été tué par pendaison. Donc, à la mémoire, effectivement, de tous ces martyrs-là, nous nous inclinons aujourd'hui. Voilà pourquoi nous voulons que ce type de barbarie ne continue plus. Et c'est à cette occasion que j'interpelle les autorités camerounaises de libérer le vice-président du MRC, Mamadou Mota, qui est injustement arbitré et arbitrairement détenu depuis pratiquement 1300 jours déjà. Cela n'est pas normal, avec tous les autres militants du MRC qui sont arbitrairement détenus par les géoles de la dictature camerounaise. Voilà. Maître Teguen, bonsoir. Bon retour, hein, ça fait un bon bout. Hein. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir à vos fidèles téléspectateurs. Bonsoir mes copanélistes. C'est un plaisir d'échanger. Je vois qu'aujourd'hui chacun est bien amoureux de l'histoire. C'est un plaisir de savoir que les Camerounais sont attachés à l'histoire. Et il faut en être heureux. Voilà. Bonsoir Maître Biton.
Bonsoir Serge Alain Autou. Bonsoir à tous mes co-panélistes. Bonsoir à nos millions de téléspectateurs. Et je dis un bonsoir particulier à mes nombreux enfants, petits-enfants et arrière-petits-fils pour les compliments ô combien tendres qu'ils m'ont adressés lors d'un événement familial que je ne dirai pas ici parce que ça c'est côté jardin. Voilà, Maître Gem, je commence par vous. Autorité administrative, l'administration et autorité traditionnelle. Pourquoi devrait-il y avoir problème entre ces deux? Vous faites bien de parler au conditionnel, oui. Parce qu'il ne devrait pas avoir de problème. Voilà. La loi organise le rapport et il me semble que, de par la loi... Il devrait y avoir un conflit. Utilisons même le terme conflit. Écoutez, moi je ne perçois pas ça comme un conflit. Je pense qu'il y a parfois des incompréhensions. Incompréhension. La loi est sujet parfois à interprétations diverses et il peut arriver que dans le cas de l'interprétation de la loi, quelques personnes se trompent. Mais il me semble que le Cameroun est un État de droit et une république, comme j'aime à le dire, une république exemplaire en construction. Et si nous voulons que la république soit exemplaire, nous ne devons pas encourager les actes de défiance à l'autorité. L'État, c'est la primauté de l'État. L'État d'abord et les chefferies ensuite. Il me semble que le Cameroun doit d'abord exister pour que les chefferies puissent s'exprimer librement dans un Cameroun qui est d'abord un État fort. On ne peut pas accepter que dans un État, la loi soit violée. Il n'est pas juste qu'un chef traditionnel, fût-il premier ou deuxième degré, se comporte en se rendant justice à lui-même. Il n'est pas normal qu'un chef traditionnel bloque la circulation. Le Cameroun est un État de droit, le Cameroun a des institutions qui existent. S'il y a un problème, on les saisit et les institutions se prononcent. Une autorité administrative, fût-elle préfet, gouverneur, est soumise au respect de la loi. Et lorsque cette autorité viole la loi, il y a des organes établis pour apprécier et rendre la décision qui sera juste. Donc il me semble que les autorités traditionnelles comme les autorités administratives doivent bien comprendre qu'on est dans un état de droit et que dans toutes circonstances, force doit rester à la loi. Les autorités traditionnelles sont, de par la loi, en principe désignées par les notabilités, mais il ne faut pas se comporter comme si au Cameroun, il n'y a que ce seul moyen qui permet de désigner un chef traditionnel. Il y a aussi d'autres voies qui sont prévues par la loi et nous devons les respecter si nous voulons que notre État soit un État de droit et si nous voulons participer à la construction de l'État de droit et surtout de l'exemplarité que chacun réclame à corps et à cri. Voilà. Pierre-Emmanuel Biam, sur cet acte de défiance à l'autorité, votre point de vue? Il faut comprendre d'abord le contexte des chefferies traditionnelles au Cameroun. Donc vous cherchez à justifier l'acte de défiance? Ce n'est pas un acte de défiance en tant que tel. Parce que donner ce jugement comme ça, sans faire une analyse profonde, pour comprendre les motifs ou bien les circonstances qui peuvent aboutir à cela, c'est important de faire toute cette analyse. Il faut relever que les chefferies traditionnelles au Cameroun sont décrétées par la loi de 1977, au temps d'Aïdjo. Et la loi de 1996 leur accorde plus de représentativité parce que cette loi prévoit même que dans les conseils régionaux, ils devraient siéger aussi. Et puis maintenant, la loi de 2013 vient faire officiellement les auxiliaires de justice. Or, on sait qu'avant même, ils étaient d'administration, je veux dire. Or, avant, ils étaient les auxiliaires d'administration. Mais la loi de 2013 vient confirmer cela en leur accordant des salaires mensuels. Le chef, par exemple, de premier degré a 200 000 francs par mois. Le chef de deuxième degré a 100 000 francs par mois. Et de troisième degré, 50 000 francs par mois. Alors, il faut relever ici que depuis le temps des Allemands, les chefs traditionnels ont toujours été à l'ombre des administrateurs et ils ont peu à peu perdu leur pouvoir. C'est-à-dire que c'est des gens que l'administration allemande utilisait pour mater les locaux, pour arracher les terres des locaux et ne plus respecter leurs droits. Voilà pourquoi c'est un chef dont celui Douala Mangabel que mon frère activiste Essama
vient de saluer la mémoire tout à l'heure, ont été assassinés. Parce qu'à un moment donné, ils se sont dit, ils ne sont pas des marionnettes de l'administration coloniale allemande. Il y a des chefs à l'époque, là, comme le Madola, qui ont été froidement abattus. Alors, même ceux qui croyaient au départ ne pas coopérer, plus tard, ils ont été aussi emprisonnés, comme le roi Njoya, et on a vu le sort qui leur a été réservé. Et plus tard, maintenant, après l'époque allemande, il faut relever que dans les guerres de l'indépendance, les chefs qui n'étaient pas soumis à Ahidjo et à l'administration française étaient obligés de s'exiler. Tous les chefs qui étaient pro-UP6 se sont exilés. Comme par exemple, par exemple le chef Bafou à l'ouest, il s'est exilé en Guinée, Conakry. Il y a des chefs, par exemple, comme celui de Baham, qui a été aussi froidement assassiné. On est venu l'enlever un matin comme ça parce qu'il ne coopérait pas avec l'administration française et donc le pouvoir d'Ahidjo. Il a été froidement assassiné également. Alors, passé cette époque, on revient à l'époque où Ahidjo a pris le pouvoir. Ahidjo s'est toujours servi des chefferies traditionnelles pour faire asseoir son pouvoir et sa dictature sur le peuple camerounais. Maintenant, au temps d'Ahidjo, c'était encore un peu gérable parce que le chef en avait encore la possibilité de siéger, de soulever un certain nombre de questions comme le tribunal coutumier et autres. Mais au temps de Paul Biya, ça s'est accentué, ça s'est empiré, au point où aujourd'hui, les administrateurs civils comme les sous-préfets, les préfets et autres se prennent pour les supérieurs hiérarchiques des chefs. Je dis que ce ne sont pas leurs supérieurs hiérarchiques, parce qu'il faut relever que l'autorité traditionnelle, le chef, un chef agit dans plusieurs dimensions. Il agit dans une dimension qui est d'abord traditionnelle, et dans la dimension traditionnelle, il y a la religion, la spiritualité et tout ça. Donc c'est d'abord un chef spirituel de son peuple. Ensuite, il est un juge de son peuple du point de vue traditionnel. Ensuite, maintenant, il a une autre casquette qui est celle d'un administratif. C'est-à-dire, il est un agent de liaison entre l'administration et le peuple. Alors, comment est-ce qu'on pourrait, à partir de ce moment, conclure que le sous-préfet est le chef ou le supérieur hiérarchique d'un chef traditionnel? Moi, je pense que le pouvoir du président Paul Biya, le régime de Paul Biya, une fois de plus, est allé trop loin dans l'assujettissement et la chosification même de la chefferie traditionnelle. Tout à l'heure, Maître Tegem disait que les chefs ne doivent pas violer la loi, l'État et tout. C'est un discours qu'on écoute tout le temps. Mais il faut savoir que l'État, j'ai l'habitude de le dire partout, c'est moi, c'est Maître Tegem, c'est l'activiste Essama, c'est Maître Piton. L'État, c'est nous. L'État, ce sont ces chefferies traditionnelles-là, qui sont une expression même de l'État dans une république. Alors, commencer à les traiter comme des gens qui sont uniquement les auxiliaires d'administration serait une erreur très grave, parce que la société ne se gère pas seulement sur le plan administratif. Je prends un exemple simple. Il y a des cas dans certains villages et dans certaines localités, et même dans certaines familles, où ceux qui sont reconnus comme des autorités de l'État, c'est-à-dire qui représentent l'administration, leur parole ne passe pas, même dans certains conseils de famille. Mais lorsqu'on dit que, chez nous des Bassards, lorsqu'on dit par exemple que voilà le Mbombok qui arrive, tout le monde salive. Parce que celui-là symbolise quelqu'un qui incarne un pouvoir spatio-temporel, un pouvoir traditionnel, un pouvoir spirituel sur son peuple. Il inspire la confiance, il inspire la justice, il inspire la droiture, l'équité par rapport à tous ces sous-préfets corrompus qui passent le temps à multiplier les scandales de détournement de fonds et de maltraitance des populations. Voilà, André Blaise Essama, l'État, comme a dit Mentegem, l'État d'abord et les chefferies traditionnelles ensuite. Je ne pense pas que nous devons aujourd'hui nous amuser. Serge Alaotou, le peuple camerounais est témoin. La plupart des héros ne se trouvent pas dans les sous-préfets ou les préfets ou les ministres.
ou les présidents de république. Dans les pays aujourd'hui, les héros sont des personnes qui sont remplies de l'onction patriarcale, de l'onction traditionnelle, de l'onction du peuple. Et cette onction ne se trouve pas sur des bureaux administratifs ou à l'INAM ou dans certains milieux, comme je vais parler de ces cercles d'influence et de pouvoir. Tenter de mépriser la mémoire de Douala Mangabel, pour moi, c'est effectivement conclure que l'État passe avant la chefferie. La preuve, le Cameroun jusqu'à présent n'a pas d'aéroport Douala Mangabel. Nous n'avons pas d'université Douala Mangabel. Nous n'avons pas de lycée Douala Mangabel ou d'Ingosso ou Martin Paul Samba. Mais comment est-ce qu'on peut faire confiance à ceux donc qui sont là, qui sont des préfets, des sous-préfets, et qui ont des propositions parfois qui peuvent influencer? Moi, je pense que ce conflit, il faut rapidement dire les choses au peuple. Le peuple doit être vigilant et de savoir qui sert ses intérêts. Ce ne sont pas ces personnes qui, aujourd'hui, viennent de l'ENAM et apportent parfois des idées. Aujourd'hui, on n'a plus de stade dans les quartiers parce que les préfets, les sous-préfets ont vendu tous les terrains. Je le dis, il faut assumer. Je le dis parce qu'il faut aujourd'hui, M. Serge Alain Autou, malheureusement, la République exemplaire dont parle mon voisin, vraiment, je ne la vois pas. Maître Tegem, je ne peux pas accepter. Nous sommes dans... Non, il dit en construction. Non. Il n'a pas dit que nous sommes en C'est prétentieux même de le dire. Puisque, en construction, devenir. Rappelez-vous, nous devons tous construire. Oui, M. Serge Alain Autou, nous devons dire la vérité. Oui. Le miroir de la société nous montre une société qui est complètement dévisagée. Le Cameroun n'a plus de respect d'autorité, puisque ce sont ces autorités qui violent les lois. Oui. Je prends l'exemple, lorsqu'on fait des manifestations traditionnelles, allez voir la plupart comment on range les chaises dans les manifestations publiques. Les chefs, les sous-préfets, parfois même qui arrivent avant qui. Donc pour ma part, je pense que nous sommes encore dans une modification exagérée de l'ordre traditionnel. Modification, pourquoi? Parce que ce sont les sous-préfets qui changent parfois même ce qui a été décidé dans les conseils de famille. Ce sont les sous-préfets ou les préfets qui viennent mettre, allez voir, il y a une chefferie à Balévin où il y a deux chefs. Parce qu'il y a le chef de l'administration et il y a le chef traditionnel. Ça ne peut pas nous apporter une solution. Il faut dire tout simplement que le régime Biya a tout simplement gâté ce qui existait encore comme ordre d'autorité. Moi, je serais très content. Je respecte tous les sous-préfets. Je dis encore bonjour à monsieur le préfet de la région du littoral. Mais je sais très bien... Préfet du Vouri. Oui, du préfet du Vouri. Mais je sais très bien que quand je suis allé faire une demande d'audience dernièrement, monsieur le préfet m'a demandé de patienter. Pour le respect, je patiente. Puisque jusqu'à présent, j'ai plusieurs de mes motos qui sont à sa disposition. On m'a dit qu'il a donné l'ordre qu'on me soit retiré sans décision de justice. Je vous en prie, sans décision de justice, mes outils en plein coronavirus. Comment moi je peux avoir confiance lorsque un grand chef... C'est une façon de vous confiner à la maison. Mais c'est une façon de m'exposer à la maladie. Monsieur, non, vous devez rester à la maison, Isama. Permettez-moi, vous savez... Vous avez une moto, vous vous baladez. Au contraire. Le préfet veut que vous restiez à la maison. Ça me fragilise. Je vais vous dire plutôt ce que le grand chef Mbombok m'a permis de faire. Il m'a permis de comprendre que nous allons continuer de résister. Mbombok Began, que je salue et je lui dis grand merci, parce qu'il a permis à ce que Isama aujourd'hui est un autre grand chef du côté de la France qui a décidé d'octroyer un nouveau matériel à Isama, une nouvelle moto. Et je remercie encore Sa Majesté Yebga. Je remercie tout le peuple Mbombok, tous ces sages qui me permettent aujourd'hui d'être fier de servir mon pays. Okay. Je ne peux pas remercier toutes les autres parties dont on Merci. Merci. Maître Bitton, est-ce que sur cet acte de défiance, restons sur les images qui sont venues de Campo. Est-ce qu'au nom d'une quelconque revendication du paiement de la défense audiovisuelle, forestière, on devrait défier l'État à ce point? Merci Serge Alain Autou. À la suite de mes co-panélistes, j'ai la faiblesse de penser et de dire que ce problème
n'est-ce pas, de conflits qui existent entre l'administration, notamment la préfectorale, n'est-ce pas, et les chefferies traditionnelles, procède de 3 problèmes. Le premier problème, c'est un problème personnel. C'est-à-dire, il y a un problème d'ego entre les différents individus, généralement. Oui. Et ici, le pouvoir, en général, n'est-ce pas, dans nos sociétés africaines, n'aime pas les gens qui ont de la personnalité. Et parmi ces chefs, qu'on appelle vulgairement les rois, n'est-ce pas, parce que même du côté de l'Europe, on appelait les chefs, les présidents africains, les rois nègres. Pour ceux qui ont suivi, n'est-ce pas, l'information, il y avait un journal, Le Crapouillot, qui aimait à parler des élucubrations de ces rois nègres. Donc, ce sont des rois. Et là, on a constaté que chaque fois qu'il y a un roi ou un chef traditionnel qui a de la personnalité, qui veut s'affirmer, n'est-ce pas, on a tendance à l'écraser. Et je crois, ici, c'est les chefs eux-mêmes qui sont à accuser, parce qu'ils se sont laissés mettre sous la coupole de la chapelle politique. Or, un chef traditionnel, un roi, il a sous lui et les gens du pouvoir et les gens de l'opposition. Donc, en fait, c'est comme un père qui a ses enfants. Il ne devrait pas accepter de se mettre sous une coupole. Donc, à mon humble avis, un chef traditionnel, un roi, ne devrait pas accepter de se mettre sous la coupole d'une chapelle politique quelconque. Parce que demain ou après-demain, lorsque ça va changer, évidemment, elle aura tendance à changer puisque on a toujours... Non, il devrait être neutre. Bon, le deuxième point, c'est sur le plan administratif et politique. Il y a des lois, et je crois que autant on demande à un chef ou à un roi de respecter la loi, autant on doit demander, n'est-ce pas, à l'autorité administrative qui, n'est-ce pas, est l'autorité, n'est-ce pas, de la région ou de la localité, de respecter les mêmes lois. Or, il me semble que, selon les textes qui ont été cités tout à l'heure, la chefferie traditionnelle devait suivre, n'est-ce pas, le maître mot de la lignée familiale. Or, on a souvent brisé, n'est-ce pas, cette barrière pour mettre des chefs qui sont vassalisés, hein, qui acceptent, n'est-ce pas, de se mettre sous la coupole de l'État. Et là, justement, ils perdent leur pouvoir. Bon, le troisième point, c'est sur le plan économique ou financier. Ici, il est question des intérêts. Et justement, quand vous évoquez ce problème de redevance forestière, moi, dans ma localité, à Sonloulou, pour ne pas la citer, on a eu beaucoup de conflits parce que l'autorité administrative, que ce soit la préfectorale, que ce soit les sous-préfets, se sont mis d'accord avec les exploitants forestiers et recueillent les retombées au détriment des populations. Et même lorsqu'on dit que la population a tel pourcentage pour pouvoir se développer, on indexe encore cela au pouvoir administratif, c'est-à-dire c'est le sous-préfet et le maire qui doivent, qui demandent aux populations de leur présenter un projet. C'est eux qui décaissent, enfin qui donnent l'autorisation de décaisser les fonds pour tel projet. Et parfois c'est eux encore qui choisissent ceux qui doivent. Alors vous comprenez que là c'est un problème d'intérêt. Vous voyez ces derniers temps le député Motte, n'est-ce pas, qui est de Yabassi, qui est en train de faire un travail, n'est-ce pas, remarquable
en réunissant tous ses frères pour que, n'est-ce pas, ils fassent bloc parce que nous voyons dans les régions forestières, on voit les billes de bois sortir à longueur de journée et les grumiers, n'est-ce pas, si vous voulez, dérangent encore le peu de route qu'il y a et ça devient des bourbiers. Or, ce sont ces gens qui devaient donner la route à ces villageois pour qu'ils puissent avoir des facilités pour aller se soigner. Mais dès l'instant où l'autorité administrative est de mèche avec eux, dès qu'ils se soulèvent, ils le menacent d'arrestation, n'est-ce pas, le mettre sous garde à vue administrative, ils menacent de faire ceci ou cela. Je crois qu'il y a quelque chose à voir, n'est-ce pas, dans ce problème-là. Et je dis, entre la chefferie traditionnelle ou les rois et l'administration, c'est la collaboration et non, n'est-ce pas, les liens de subordination. Oui, justement, sur cet aspect, Maître Tighem, collaboration, absolument. Parce que restons un peu sur le cas du sous-préfet de Campo qui dit « Je suis votre supérieur hiérarchique ». Écoutez, mais surtout, moi je suis très embêté lorsqu'on veut la République exemplaire et on veut le contraire. Il faut qu'on se mette d'accord. Oui. Si on vient sur un plateau de télévision, on ne veut pas la République, il faut être républicain. La République, c'est la loi. La loi est dure, c'est la loi. C'est la loi. Et je parle sous le contrôle de mon confrère. Lorsque la coutume est contraire à la loi, c'est la loi qui s'applique. Bien sûr. J'ai trouvé, il est plus ancien que moi, c'est la loi de la République, la loi civile de la République et non la loi traditionnelle. Je suis très embêté lorsque je suis sur un plateau et les gens se parlent de l'histoire. Vous savez, l'histoire française, la France 1793, c'est la Convention. La France 1814, c'est la Restauration. La France 1830, c'est les Trois Glorieuses. La France 1848, c'est la Deuxième République. La France 1852, c'est Napoléon Bonaparte. La France 1870, c'est la période transitoire. 1875, c'est la Troisième République. 1946. Si les Français devaient bâtir leur pays, je vais arriver à 58, qui est la Cinquième République d'aujourd'hui. S'ils devaient bâtir leur pays en disant toujours, à l'époque des royautés, à l'époque où il y avait les seigneuries, à l'époque où il y avait Fructidor, lorsqu'on construit un pays, on avance. Et quand on veut construire le pays, on regarde les valeurs, on regarde les règles. Un chef traditionnel a tout à fait le droit de contester une décision d'un sous-préfet. Simplement, il y a des institutions qui existent pour cela. Les comportements que nous avons observés dans le cas qui nous intéresse sont des comportements regrettables. Quel que soit le problème que vous n'avez pas le droit de bloquer la circulation sur une route. Ce n'est pas acceptable dans une république, peuplée de républicains. Lorsqu'on est républicain, il y a un problème, on saisit l'autorité compétente pour statuer. Je suis très embêté également lorsque je suis sur un plateau et les gens sont absolument en train de se comporter comme si l'autorité traditionnelle n'a pas de place. D'abord, je voudrais faire observer que l'autorité traditionnelle au Cameroun est auxiliaire de l'administration depuis le texte de 1977. C'est écrit noir sur blanc. Également, c'est écrit depuis le texte de 1977 que l'autorité traditionnelle a droit à une rémunération qu'il pouvait prendre quand il était collecteur des impôts. Simplement, le nouveau texte de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, est venu en les catégorisant, attribuer à chacun ce qu'on appelle une prime ou une indemnité. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un salaire. C'est une prime qui leur permet de travailler. Or, les chefs, lorsqu'on dit chef, les gens se pensent toujours en termes de chefs traditionnels. Lorsque vous lisez la loi, on distingue les chefs traditionnels, les chefs de quartier, les chefs de bloc. Et la loi, opérant ces distinctions, tient compte du fait que lorsque vous habitez dans un quartier comme celui dans lequel vous vivez, il y a un chef de quartier là-bas qui perçoit également la rémunération. Et ce chef les désigné selon les règles qui n'obéissent pas à des mêmes canons que les règles de désignation d'un chef dans une chefferie de l'Ouest Cameroun ou du Nord Cameroun, par exemple. C'est pour cela qu'il faut faire très attention lorsque l'on s'exprime dans un pays que l'on veut construire une république. La loi de la république, c'est la loi civile, ce n'est pas la loi coutumière, ce n'est pas la loi traditionnelle. La loi de la République, c'est la loi civile de la République camerounaise. Et si nous voulons construire ce pays, si nous voulons respecter les valeurs, si nous voulons être une grande nation, nous devons continuer à travailler pour que chacun joue sa partition en accompagnant l'État. Lorsqu'un chef traditionnel a quelque chose à dire, les sous-préfets ont des réunions de coordination qu'ils organisent avec les chefs pratiquement toutes les semaines. À cette occasion, si un chef a une doléance, il la pose. Un chef est la personne
la mieux écoutée par l'administration parce qu'elle transporte souvent des informations qui reviennent du bas peuple. C'est ce qu'on appelle la remontée de l'information qui va de la base vers le sommet, au sous-préfet qui transmet au préfet, qui transmet lui au gouverneur, au ministre, et ça monte jusqu'à la plus haute autorité. Il me semble qu'il faut restituer la vérité républicaine. Il me semble qu'il faut absolument rappeler les règles, que les chefs traditionnels comprennent que s'il veut organiser une réunion traditionnelle dans sa chefferie, il en est de part ses pouvoirs traditionnels autorisés, mais s'il veut faire une réunion publique, il doit respecter la loi sur les réunions publiques en déclarant la réunion publique. C'est la loi de la République. Tant que vous vivez dans une république comme la nôtre, si nous voulons qu'elle soit exemplaire, nous devons, chacun à son niveau, travailler pour qu'elle soit exemplaire. Lorsque le sous-préfet a violé la loi, mais il y a des instances qui existent. Monsieur Sama a dit que le préfet a pris sa moto. Je ne vais pas parler de ce cas parce que je ne sais pas dans quelles circonstances sa moto a été retenue. Mais si il estime que sa moto a été injustement retenue, il y a des autorités pour contrôler l'action du préfet. L'action de l'administration est soumise au contrôle. Et les plaintes que j'ai déposées, les demandes d'intervention à monsieur le procureur général qui confie à monsieur Jean-Paul Kiam, pourquoi ça reste lettre morte? Lorsque j'arrive même à la préfecture de Vouri, pourquoi est-ce que le préfet ne me reçoit pas? Je demande même encore une fois de plus, qu'est-ce qui se passe en réalité? Je pense qu'il y a tout simplement une volonté de museler le peuple. Je m'excuse de vous avoir interrompu. Voilà, merci. Permettez-moi de mettre également les yeux. Moi, je pense pour ma part que peut-être votre requête n'a pas été adressée à la bonne personne. Parce qu'en réalité, lorsqu'une autorité administrative pose un acte qui commet un grief, c'est elle-même qu'il faut d'abord saisir. Je préfère quand on m'a envoyé en prison, on m'a passé par le tribunal. Maître Tegem, soyons dans une république exemplaire, vous l'avez si bien souhaité. Mais comment en construction, sans décision de justice, on peut retirer ce qui appartient à autrui? C'est-à-dire quoi? Maître Tegem, tout de suite, le plateau d'Equinox se retrouve envahi par la police, la gendarmerie, et on dit sortez. C'est la dictature. Monsieur Sama, si l'acte est illégal, vous le ressaisissez quand il s'agit d'une autorité administrative. Vous vous adressez d'abord à lui. C'est ce qu'on appelle le recours gracieux. Oui, mais c'est par cela que ça commence. En cherchant que le préfet le reçoive, mais il ne le reçoit même pas. Non, alors, le recours, c'est pas recevoir. Non, enfin, ça, le recours, c'est même pas recevoir. C'est de cela qu'il est question. Il me semble que lorsque dans un pays, parce que j'ai même écouté tout à l'heure, il y a le digne représentant d'un parti politique ici, il dit que ces militants sont retenus par la dictature. Ils sont détenus en vertu d'une ordonnance, un mandat de détention. Respectons les règles. C'est ton opinion. Vous avez la peine à prononcer le mot MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Non, je n'ai pas même l'activité de ce parti politique, c'est simplement pour ça. Vous parlez d'un parti, il s'agit du MRC. MRC, ce parti qui vous a coupé le sommeil depuis pratiquement 2 ans. Non, restons dans le sujet. Maître, vous avez bouclé? Écoutez, je ne vais pas en dire plus. Il me semble qu'il faut dire que les autorités traditionnelles et l'État du Cameroun collaborent dans l'intérêt du Cameroun pour servir le pays. Parce qu'après tout, si l'État n'existe pas, les autorités traditionnelles ne pourront pas exercer leurs activités dans des conditions acceptables. Voilà, sur cette fameuse concertation de politique non déclarée du côté de Bamendjou. C'est parce que c'était, on ne va pas dire, des opposants, même la société civile, c'était pas le RDPC, parce que c'était Sa Majesté Soukoundjou. Pourquoi cette levée de bouclier de la part du préfet de Haut-Plateau? L'État RDPC, comme j'ai toujours mentionné ça, l'État RDPC a mis en place des mécanismes qui consistent à tenir de bout en bout les chefferies traditionnelles afin de les utiliser pour remplir ses propres missions et atteindre ses objectifs du point de vue politique. Vous ne pouvez pas me dire que dans un état de droit, un chef traditionnel, un roi comme Sa Majesté Soukoundjou, organise une réunion dans son domicile et on vient lui faire des menaces disant qu'il n'a pas eu l'autorisation de tenir cette réunion. C'est ce qu'on appelle la dictature. Comment voulez-vous que le peuple continue à respecter cette autorité administrative qui entre dans les domiciles des uns et des autres, sans mandat de perquisition, sans mandat d'arrêt, même à plus de 18 heures,
selon ce que la loi interdit. Vous voulez que tout le temps, cette autorité administrative continue à utiliser la loi à tort et à travers. Ils sont les premiers violeurs de la loi. Le régime du président Paul Biya et tous ses membres, ministres, gouverneurs, préfets, sous-préfets, je dis, sont les premiers violeurs de la loi. Lorsque vous avez des sous-préfets qui sont dans des localités où ils se sont organisés, les localités, les villageois sont organisés quand même à mettre sur pied ce qu'on appelle le fonds de développement. Et que des sociétés forestières, dont on sait qu'elles elles emploient des engins et des camions qui détériorent tout le temps l'état de la route, surtout en cette période de pluie. Lorsqu'on sait que ces sous-préfets, quand l'argent entre, quand ces sociétés, sous la pression des villageois, font quand même l'effort de reverser ne serait-ce que les 1 millième de ce que les populations leur revendiquent dans cette caisse de développement, le sous-préfet désigne qui doit gérer cet argent. Et lorsque cet argent est même décaissé, le sous-préfet lui-même s'immisce dans la gestion de ces fonds-là. Comment voulez-vous que les chefs traditionnels et les populations continuent à croire à ce genre d'autorité administrative qui passe le temps à faire des abus sur les populations? Voilà le cas de l'activiste Essama, dont le sous-préfet a fait enlever sa moto. Regardez, sous aucune explication, il demande de rencontrer le préfet. En tant que citoyen, le préfet, le gouverneur, le sous-préfet, le ministre, le président Paul Biya lui-même sont à notre service. Moi, je peux demander l'audience de rencontrer monsieur le président Paul Biya et il me rencontre. Je peux demander l'audience de rencontrer le gouverneur du littoral dans son bureau. Il me rencontre, il m'accepte. On se voit et je pose mon problème. Parce qu'ils sont là à notre service. Alors, lorsque Maître Tegem nous avance tout le temps les arguments de l'état de droit, l'état de droit, l'état de droit, qui respecte la loi au Cameroun? Parmi les gens qui sont au pouvoir, l'autorité administrative bafoue la loi au Cameroun. Lorsque j'ai vu... Vous n'allez pas jeter l'anathème sur l'ensemble de l'administration. J'ai vu la désignation d'un chef dans un village. Emmanuel Biam, vous n'allez pas jeter l'anathème sur l'ensemble. Je dis la plupart, voilà, la plupart bafouent la loi. Il y a une infime partie qui est même négligeable, qui s'évertue à bien faire le travail. Et ceux-là sont souvent réprimés. Affectation disciplinaire, jamais d'avancement et tout. Oui. Alors, j'ai vu la désignation d'un chef dans un village. Oui. C'était un chef de 3e degré. Je vous assure que Serge Alain Ouattara, j'ai eu la chair de poule. Qu'est-ce qui s'est passé? On a réuni les villageois. Il faut d'abord relever ici que c'est un simulacre qui est souvent organisé par les sous-préfets et à leur avantage. C'est-à-dire qu'ils créent des situations de troubles sur les désignations des chefs, les terrains et tout ça là, pour créer un flou total afin de mettre un chef marionnette qu'ils tiennent. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce village? On voulait désigner un chef, soi-disant le village ne s'est pas entendu sur le chef, sur qui doit être chef. J'ai vu comment est-ce que des personnes qui sont censées être représenter une autorité administrative, être minimisées, être animalisées, chosifiées même devant la population. On a fait asseoir les 2 candidats avec le sous-préfet. Et le sous-préfet était là dans les airs d'un Napoléon Bonaparte et tout. Il les a donné la dictée. On les a donné une dictée. Dictée, écrivez. Et je vous dis, c'est le sous-préfet qui lisait la dictée. Dictée 2 points, il a donné le titre. Commencez à lire. Le chef était là, on dit top, allez. Le chef écrivait, les 2 candidats écrivaient. Quand ils ont fini, arrêtez, stop, on a arrêté. Ils ont donné les copies, on a fait le dépouillement. Ensuite, il y avait les épreuves comme la course. Oui. On a placé les 2 candidats, ils devaient faire la course d'un côté du stade du village à l'autre et aller-retour. Vous voyez des gens de plus de 60 ans courir, le sous-préfet là, il boit le vin. Vous pensez que dans une telle république, comment est-ce que l'autorité administrative peut être encore prise au sérieux? Ce n'est pas possible. Donc, vous voyez que ce qui s'est passé à Bamendjo avec le chef Sokoudjou, ça rentre dans le cadre de la politique
de contrôle et de musellement du peuple mené par le régime du président Paul Biya. Il faut que cela cesse. On ne peut plus continuer dans ce rythme-là. Il faut que l'autorité administrative reconnaisse que les chefs, qu'ils soient traditionnels ou qu'ils soient les chefs de quartier au premier degré, troisième degré, sont leurs collaborateurs. Comme Maître a dit, ils ont effectivement les relations de collaboration et non de subordination. Et c'est l'autorité administrative qui a commencé en premier à jeter l'anathème dans ces relations-là. Et il y a une crise de confiance aujourd'hui entre le peuple et l'État RDPC du régime de Paul Biya. À partir de ce moment, le peuple ne se reconnaît plus dans ce que vous appelez autorité administrative. Parce qu'ils sont les champions d'abus, les champions de violation de la loi, les champions de détournement, de déni public et tout ça. L'un des espoirs qui reste au peuple camerounais, ce sont ces chefferies traditionnelles-là. Moi, je veux vous dire que la résistance de notre pays à travers l'UPC qui nous a abouti à l'indépendance est beaucoup plus passée par les chefferies traditionnelles. Donc, arrêtons cette façon de les chosifier. Ok. Maître Bitton, justement, comment rétablir donc cette confiance-là qui semble avoir pris un sérieux coup entre l'administration et les autorités traditionnelles? Oui, mais il faut recadrer les choses. Parce que je crois que quand on dit que la chefferie traditionnelle est l'autorité comment ils ont appelé ça, le chef auxiliaire de l'administration. Le chef est auxiliaire de l'administration et non auxiliaire du sous-préfet ou du préfet ou du gouverneur. Il y a une nuance là. Parce qu'il y a également les auxiliaires de justice. Nous ne sommes pas, les magistrats ne sont pas leurs patrons. Ils sont patrons de la police judiciaire. Mais ils ont comme patron leur chef hiérarchique. Et la justice a toujours, les magistrats ont toujours demandé, n'est-ce pas, à ce que ces auxiliaires, que sont les gendarmes, les policiers, soient sur le plan de la police judiciaire notés par les magistrats. Et là, de l'autre côté, on a toujours résisté. Vous voyez donc qu'il y a une collaboration entre les magistrats et les auxiliaires. C'est la même collaboration qui devait exister entre les administrateurs et les chefs traditionnels. Bon, j'aimerais vous faire comprendre que on a eu un cas au Nord Cameroun, puisqu'on a cité le Nord Cameroun, où justement les chefferies traditionnelles sont solides. Il y a le Nord, il y a les trois provinces, les trois régions il y a l'Ouest, le Sud-Ouest, le Nord-Ouest, où les chefferies traditionnelles ont de l'ancrage, n'est-ce pas? Bon. Et on a vu un préfet devant le feu Lamido de Rey Bouba, avec ses attributs de préfet, enlever sa casquette, enlever ses chaussures et aller saluer le chef traditionnel selon... Vous voyez, ça veut dire que là-bas, on considère le chef comme un roi et comme celui qui a sous lui même les ministres. Bon, or, ici, là, lorsqu'on parle, on revient sur le cas de Sokojou. Moi, j'ai travaillé dans tout le Grand Nord, les trois régions. J'ai travaillé à l'Ouest, que je connais très bien. Et pour ceux qui me connaissent, j'ai failli mettre un chef traditionnel en prison là-bas parce qu'il a exagéré. Par contre, au Nord, j'ai eu à condamner un Lamido ou à faire condamner parce que j'étais procureur. Et ce monsieur a eu tellement dans mon parquet, il avait 15 sous-côtes. Et on a dû finalement le condamner plusieurs fois parce qu'il a exagéré. Voilà. Lorsque on bafoue la loi, mais on vous sanctionne. Or, lorsqu'on parle de réunion publique, il faudrait bien définir ce qu'on appelle
réunions publiques et réunions privées. Nous savons qu'à l'ouest, le chef a un territoire. Et dans la chefferie, c'est tout un territoire qui est même limité par des barrières. Ça, vous passez par la première entrée, la deuxième entrée, avant d'arriver chez le chef traditionnel. Lorsque on dit donc le chef qui a organisé une réunion, que lui, il a qualifié de réunion familiale, et on appelle ça un meeting public, politique publique, je ne sais pas si nous entendons. Non, le préfet dit, il me revient que vous avez organisé et présidé dans votre chefferie une concertation politique non déclarée. Dans votre chefferie. En plus, il lui revient. Donc maintenant, il est question de prouver la matérialité de la réunion. Bon, est-ce que c'est les indices de l'administration qui lui ont rapporté cela? Bon, moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses, de sous-entendus. Même lui, il n'est pas affirmatif dans ce qu'il dit. Vous voyez? Et moi, je dis, le cadre ne permet pas qu'on dise qu'il y a violation de la loi sur le plan des libertés publiques. Parce que là, c'est pas un espace public à la chefferie. Je vais également recueillir l'avis de Maître Tighem là-dessus. Maître Tighem, sur cette situation. Dans la chefferie, une concertation politique dans une chefferie, avait-elle besoin d'être déclarée? Écoutez, une réunion publique, c'est la loi. Serge Alain, ce qui nous départage, c'est la loi. Parce que, écoutez ce que vient de dire le grand frère Maître Biton, lorsqu'il évoque un chef qui aurait été salué par un sous-préfet, lorsqu'il évoque un auxiliaire de justice qui ne dépend pas du procureur de la République, là il m'étonne quand même, parce qu'en tant que procureur, moi je pense qu'il sait bien que les OPJ sont les auxiliaires de monsieur le procureur de la République, et qu'ils agissent conformément à ses instructions. Il leur donne des instructions, il est leur chef hiérarchique. C'est pas en cette matière, il le sait mieux que moi. Le procureur de la République est le chef des OPJ. Ce n'est pas à discuter. Le procureur général les note. Donc c'est le patron. Non, il ne les note pas. C'est le patron. Le procureur général est le patron des officiers police judiciaires. Tout à fait. Donc lorsque on dit que vous êtes auxiliaire, il est votre patron. Il ne faut pas réfléchir autrement. Donc ce que je voulais également faire observer, Serge Alain, c'est que lorsqu'on est dans un pays, chacun a le droit d'avoir une opinion. Ce qui nous permet de vivre ensemble, ce sont nos institutions, ce sont les lois de la République. Lorsque les lois de la République sont d'une clarté, nous devons absolument les respecter, y compris monsieur le préfet, monsieur le gouverneur, monsieur le ministre et son excellence, monsieur le président de la République. Parce que ces actes sont soumis au principe de contrôle. Donc, lorsque l'on est un État républicain, il faut absolument respecter la loi. Si monsieur le préfet écrit au chef traditionnel pour lui dire « il me revient », d'abord, selon ses sources, nous ne pouvons pas questionner ces sources parce que nous ne les connaissons pas. Toujours est-il qu'il a des entrées. Que vous avez organisé une réunion politique non déclarée. Non, le terme il dit une concertation politique. Une concertation politique non déclarée. Cela veut dire qu'il a eu des informations. Et si le chef traditionnel a organisé une concertation politique non déclarée, soit parce qu'il ignorait que la loi prévoit qu'il doit déclarer, il doit absolument respecter la loi pour être l'exemple que ces sujets devront suivre. Parce que le chef aussi est un modèle. Il doit inspirer ces sujets et ces sujets doivent suivre l'exemple ou alors le cap que lui fixe. Le cap, c'est la loi. Le cap est institutionnel. Si nous voulons continuer à vivre ensemble, nous devons respecter la loi, nous devons respecter nos institutions parce que ce sont elles qui fondent notre vivre ensemble, ce sont elles qui nous permettent d'être ici sur ce plateau. C'est par la loi que nous sommes sur ce plateau et c'est par la loi que chacun d'entre nous peut partir d'ici et se retrouver chez lui en paix. Mais voilà. Nous sommes d'accord. Oui, Serge Alain Autou, rendez-vous compte, nous sommes en train de parler d'un sujet de système de gouvernance. Parce que rendez-vous compte, dans la partie du nord-ouest, sud-ouest, c'était le indirect rule. Et dans la partie francophone, c'était le jacobinisme. Quand le président Paul Biya déclare qu'il est le meilleur élève de Mitterrand, rendez-vous compte, il veut assimiler donc tous les Camerounais à être dans le jacobinisme. Et rendez-vous compte, en France même, ça a été combattu par les Français. Rappelez-vous de mai 68.
Je pense pour ma part, si nous voulons ressembler à des grandes sociétés, des sociétés où aujourd'hui les valeurs culturelles existantes promeuvent une prospérité, il n'est plus bon d'entrer dans ces considérations jacobinistes. Il faut aujourd'hui que la décentralisation nous donne l'occasion de remettre les choses en place auprès des chefferies. Merci. Il est là, Cédric Noufelé. Bonsoir Cédric. Au menu ce soir, nous sommes vendredi. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de cette décision du ministre des Sports qui éclabousse la Fédération camerounaise de karaté. Les principaux responsables ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre en raison de ces accusations d'atteinte aux mœurs et des différentes commissions qui ont été mises en place et qui ont révélé leur implication dans ces affaires. Vous vous en souvenez que plusieurs athlètes avaient dénoncé le fait d'être victimes d'harcèlement depuis de nombreuses années au sein de cette fédération. On en parlera dans le journal de 20h. Nous évoquerons également ce soir les difficultés que rencontrent les populations dans les exécutifs municipaux. Dans l'arrière-pays, là-bas, les arriérés de salaire posent problème. La gestion des marchés également est critiquée dans le département de la Menoire. Comment en est-on arrivé là? Élément de réponse à suivre dans le journal de 20h. Nous évoquerons également ce soir comment la Côte d'Ivoire, pays d'Afrique de l'Ouest, est divisée après l'annonce de la candidature d'Alassane Dramane Ouattara à la prochaine élection présidentielle. D'un côté, ses partisans se sont réjouis d'une telle annonce qui vient mettre fin à un suspense. De l'autre, ce sont des artistes, musiciens et la population qui se plaignent de ne pas vivre une alternance 10 ans après l'arrivée au pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Jala. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le 20h de Cédric pour Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, la partie qui est consacrée au débrief du journal, madame, monsieur, toujours en compagnie de André Blaise Essama, maître Georges Teghem, Pierre-Manuel Bignam et maître Martin Bitton. Maître Bitton, le 5 mars dernier, le président Alassane Dramane Ouattara, devant le Parlement, disait souhaiter céder la place à une nouvelle génération. Voilà pourquoi il disait qu'il n'allait pas être candidat. Hier, 6, il dit qu'il est candidat. Comment vous appréciez cette volte-face? Mais nous devenons, disons, coutumiers de ce genre de situation des hommes politiques africains. Il faut dire que c'est typiquement africain. C'est une affaire africaine. Oui, bon, sauf que il y a quand même des exceptions, telles que Mandela, telles que le Ghanéen, le militaire Thierry Rawlings, tel que Abdou Diouf. On dira qu'il a perdu, mais justement, ça veut dire que le jeu politique était ouvert. Parce qu'à mon avis, la politique devrait être comme le sport. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est fort, on est en forme, on gagne. Mais demain, quelqu'un d'autre peut être plus en forme que vous, plus fort, et il gagne. Mais chez nous, c'est un jeu de la mort, un jeu des exclusions, un jeu de la tricherie, un jeu du mensonge. Mais je crois que Alassane Ouattara a raté d'abord son dernier virage politique, et il a raté l'ultime occasion de sortir de l'histoire de la Côte d'Ivoire par la grande porte. Vous verrez, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais vous voyez déjà les célébrités ivoiriennes qui commencent à sortir. Et on sait, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il prendra sur lui la responsabilité d'avoir replongé la Côte d'Ivoire dans le chaos. Pourquoi vous êtes si pessimiste? Je suis pessimiste parce que je lis un peu ce qui se passe.
Vous voyez, il faut dire que ce monsieur n'est pas reconnaissant. Parce que c'est grâce à Laurent Gbagbo que Ouattara a pu se présenter. Parce qu'il a lâché du lest. Il aurait pu serrer que Ouattara ne serait pas rentré dans le jeu politique. Ça, c'est d'un. De deux, il a promis qu'il allait céder le pouvoir politique à la jeune génération. Je signale que même celui qui est mort, Amadou Koulibaly, n'était pas si jeune que ça. Il était vers la soixantaine. Donc, il n'est pas un homme d'honneur, un homme de parole. Et je regrette, c'est dommage. Bon, s'il trouve qu'il doit se présenter, encore qu'il n'a pas dit qu'il a accepté de se présenter à l'appel du peuple. Mais il dit, je suis candidat. Ça veut dire qu'il prend la place et du président et de la commission indépendante. Mais quand est-ce qu'on a examiné pour dire que il est parmi les candidats? Alors je dis donc que Alassane Ouattara, il n'a pas d'honneur. Il n'a pas. Et je crois que c'est De Gaulle qui disait qu'il faut savoir quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Normalement, il aurait dû ouvrir donc le jeu. Comme il est candidat, il devait laisser Gbagbo devenir candidat, laisser Blé-Goudé devenir candidat et Guillaume Soro. Mais il les a boutés hors du jeu, du jeu politique pour, n'est-ce pas, s'arroger une fois de plus. Et c'est dommage. Maître Tegem, on se souvient, le président Alassane Ouattara déclarait que si jamais Henri Konan Bédié était candidat, si jamais Laurent Gbagbo était candidat, il allait se présenter. Pourquoi les gens aujourd'hui sont surpris? Écoutez, c'est Janot, voyez-vous, je suis dans l'incapacité de m'exprimer les affaires ivoiro-ivoiriennes. C'est une affaire qui concerne les Ivoiriens. Je n'ai pas même la voie politique ivoirienne. Okay, les Ivoiriens feront ce qu'ils voudront là-bas de leur pays. Donc, André Blaise Sama, aujourd'hui, vous êtes surpris par cette décision du président Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat? Serge Alaotou, ça va seulement faire 15 ans. Il n'y a que les naïfs. Pourquoi ça dérange tant, 15 ans seulement? Il n'y a que les naïfs qui peuvent dire qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe dans la France-Afrique, le précaré français. Il n'y a que les naïfs. Le 13 septembre prochain, Serge Alaotou, nous allons commémorer Ruben Oumyobé. Lui qui disait tantôt que la France continue d'avoir des rôles dans les pays africains. Parce que, rappelez-vous, Ruben Oumyobé était celui-là qui avait porté le projet RDA, oui. Rassemblement démocratique africain, parmi lesquels Houphouët-Boigny faisait partie de ceux qui, rappelez-vous, il avait un rôle de ministre en France. Quand la France s'accapare des terres ivoiriennes, j'ai pitié pour mes frères de la Côte d'Ivoire, il joue un rôle très dangereux puisque c'est même lui qui opère l'assassinat de Thomas Sankara. Et malheureusement pour la Côte d'Ivoire qui n'a pas appris des leçons de nos pères fondateurs d'Afrique, de la zone précarée française, la France continue d'être le préfet pendant que M. Alassane est un sous-préfet. Et je le dis, j'assume parce qu'il faut rappeler que l'écho, vous avez entendu parler de la monnaie qui est aujourd'hui être installée en Afrique de l'Ouest, c'est M. Emmanuel Macron qui vient et propose cet écho. Je profite pour remercier Kémy Séba dans son mouvement Urgence panafricaniste qui a si bien primé Sama avec une bourse de 1 000 € qui va bientôt arriver au Cameroun pour la décolonisation des rues. Mais voyez-vous, Serge Alaotou, les gagnants c'était les Ivoiriens. C'était une petite quantité d'Ivoiriens. Pour moi, je crois qu'il faut dire le cordon ombilical entre les pays de la zone francophone. Tant que c'est maintenu et que les opérateurs des grandes multinationales françaises continuent d'être dans les pays africains des rois, nous aurons des problèmes. Monsieur Alassane Ouattara a été, dans le passé, un homme proche de Houphouët-Boigny. Il occupait des postes au FMI. Comment quelqu'un, donc, après tout ce qu'il a eu à travailler dans les instances internationales mondiales, peut-il prendre sur lui de dire que le franc CFA n'est pas encore un grand danger? Moi, je crois que M. Serge Alaotou,
la position de M. Alassane Ouattara de revenir aux affaires, c'est pour arranger les affaires de la France, c'est pour arranger les affaires non seulement de ce passé que vous avez bien sûr vu. Nous étions ici sur le plateau avec plusieurs Ivoiriens qui nous ont dit comme quoi Laurent Gbagbo n'avait rien fait. Mais qu'est-ce qui se passe que la France ait maintenu Laurent Gbagbo plusieurs années en prison et qu'il sorte finalement avec notre jeune Charles Blé Goudé? On dit qu'ils n'ont plus rien fait. Où sont les réparations de cette situation juridique internationale? Excusez-moi, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a intérêt à avoir ses propres instruments juridiques internationaux. C'est une honte pour l'Afrique d'avoir encore des serviteurs comme ce sous-préfet, M. Alassane Ouattara. Écoutez M. Mewe, qui a chanté pour l'Afrique, qui a de façon transversale passé un message africain, comme quoi nous continuons d'être des petits sous-hommes. Vous voyez, en Afrique de l'Ouest, là-bas, c'est la Côte d'Ivoire qui constitue la plaque tournante de l'économie. Abidjan, moi, je suis très fier de voir les efforts des cultivateurs, que ce soit du Burkina Faso, et je les salue, que ce soit de toute l'Afrique de l'Ouest, le Bénin. Mais comment est-ce qu'on va réduire tous ces efforts à la volonté d'un seul homme qui, dernièrement, était gravement malade? Rappelez-vous, son état de santé n'était plus bon. Monsieur Alassane Dramane Ouattara doit reconnaître que même son épouse, je m'excuse, je n'ai rien contre le racisme. Je ne suis pas raciste, il faut le dire. L'épouse de monsieur Alassane Ouattara, regardez ce qu'elle fait. Entrez, enquêtez, vous allez voir. Ce sont des personnes qui, parce qu'elle est française, elle veut asseoir l'hégémonie de la suprématie française sur les Ivoiriens. Et là, moi, je ne peux pas être d'accord qu'un homme ne tienne pas parole devant son peuple. Il est temps pour les Ivoiriens, comme les Ruben Oumniobé l'avaient fait, comme les Ernest Ouandié, de se lever d'un seul. C'est clair, c'est à nous de libérer l'Afrique. Moi, je viendrai en Côte d'Ivoire et je vais aider les Ivoiriens. On va comprendre et vous allez voir les interconnexions entre le Quai d'Orsay, l'Élysée et la présidence de la République ivoirienne. Merci André Blaise Sama. Pierre-Emmanuel Lépignan, lorsque le président Ouattara évoque quand même deux raisons. Il y a le cas de force majeure, mais ici, le décès de Amadou Gon Coulibaly, qui était le dauphin, désigné candidat RHDP pour la prochaine présidentielle. Et de l'autre côté, il pense que c'est un devoir citoyen pour lui. Il dit qu'il y a les défis à maintenir la paix et la sécurité en Côte d'Ivoire, parce qu'on sait d'où la Côte d'Ivoire sort. Il pense également que le calendrier, il y a un besoin de juguler la pandémie coronavirus, les risques que tous les acquis des 9 années de pouvoir soient compromis. Est-ce que M. Ouattara n'a pas raison de se présenter aujourd'hui? Surtout après la disparition de celui-là qui était le candidat du RHDP. Il y a un Camerouno-Ivoirien, un éminent enseignant, à la personne professeur Niamsi, qui dans une sortie avait annoncé ce scénario. Il était entré plus profondément dans les analyses pour démontrer que quelque part le président Ouattara aurait eu des informations très intimes sur l'état de santé de son dauphin qu'il a désigné et dont il serait sûr qu'il n'allait pas survivre. Alassane Ouattara est un enfant de Houphouët-Boigny. C'est pour ça qu'ils militent tous dans le rassemblement des Houphouëtistes. Oui, RHDP, la démocratie et la paix. Ce sont des colons. C'est quelqu'un qui appartient à ces deux générations post-indépendance, juste après le lendemain des indépendances, et qui est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Son père, Houphouët-Boigny, est resté au pouvoir jusqu'à sa mort. Alassane Ouattara a créé un chaos que tout le monde connaît en Côte d'Ivoire en 2010-2011, qui a amené à l'arrestation du président Laurent Gbagbo et
de Charles Blé Goudé et d'un bon nombre de personnes, avec beaucoup de décès en Côte d'Ivoire. C'était une guerre civile, je peux qualifier ça de génocide. Alors, moi je pense qu'il y a plusieurs raisons qui amènent Ouattara à se maintenir au pouvoir. Il faut n'oublier pas que si Ouattara, quelqu'un d'autre prend le pouvoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quel que soit le président qui va succéder à Ouattara, il sera traduit à la CPI. Il faut le savoir, il sera traduit à la CPI. Il ne va pas échapper à ça. Quand vous voyez les Laurent Gbagbo revenir sur la scène politique et tout, ce n'est pas de bonne guerre, ce n'est pas pour faire plaisir à Alassane Ouattara. Maintenant, en tant que démocrate, je condamne ce genre d'attitude. C'est honteux. C'est honteux parce que ce monsieur est en train, comme Maître a dit tout à l'heure, de vouloir plonger à nouveau la Côte d'Ivoire dans une guerre civile. Nous connaissons les tendances qu'il y a en Côte d'Ivoire actuellement. Lorsque voilà pourquoi je reviens un peu sur ce que Maître Tegem a dit. Je suis quand même indigné de savoir que Maître Tegem du RDPC ne s'intéresse pas à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays frère et voisin. Voilà pourquoi cette façon de penser des gens du RDPC a toujours amené le Cameroun dans une direction inconnue, une direction qui nous a amené tout droit au mur, à penser que le Cameroun est un pays qui vit dans un univers seul, alors que nous sommes aujourd'hui dans un village planétaire où nous devons être au courant et même intervenir dans ce qui se passe chez le voisin. Voilà pourquoi eux, ils pensent que la façon de gouverner le pays depuis 38 ans qui nous a mis dans le chaos est la meilleure. Ils n'arrivent même pas à regarder ce qui se passe chez le voisin. C'est à tort. Donc, je condamne cette attitude du président Ouattara. C'est une honte non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'Afrique. Et c'est une honte pour l'Afrique de l'Ouest en particulier, dont les États sont en train de faire les efforts quand même de démocratisation depuis un certain temps. On a vu le Sénégal, le cas du Sénégal tout récemment, lorsque le président Ouad a voulu se présenter pour la troisième fois et qu'il a perdu. On a vu ce qui s'est passé en Gambie, comment est-ce que la CEDEAO est intervenue. Voilà un autre problème, un autre conflit que le président Ouattara est en train de mettre sur la table de la CEDEAO et qui est très dangereux. Il faut éviter ça à la Côte d'Ivoire. Le peuple ivoirien a tellement souffert depuis le décès du président Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, on peut résumer qu'il n'a jamais rien fait de bon pour la Côte d'Ivoire parce que depuis son décès, il n'y a que des guerres civiles qui s'enchaînent. Voilà une autre qui est en train d'arriver. Vraiment, c'est déplorable et c'est dommage pour le peuple ivoirien et pour l'Afrique. Au niveau de... Quand on voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement, on fait une corrélation avec le Cameroun. On comprend pourquoi Maître Tegem évite de commenter ce genre d'actualité. Tout simplement parce qu'en commentant ça, ça va mettre en difficulté son roi dictateur, le président Paul Biya, qui étant dans une situation où il a déjà passé 38 ans au pouvoir, 36 ans au pouvoir, s'est présenté à nouveau à une élection présidentielle dont il n'a pas réussi à faire même 3 meetings. J'ai dit 3 meetings. Le président Paul Biya, l'élection présidentielle de 2018, n'a pas réussi à faire 3 meetings. C'est-à-dire, et c'est des petites techniques que les dictateurs utilisent. Contrairement à ce que Maître disait, il y a une franche partie du RHDP qui, à travers certains faux meetings et motions de soutien, a déclaré que, ou soutenu que le président Ouattara se représente pour un 3e mandat. Ce sont des petites techniques de dictature qui consistent à soulever les gens à gauche, à droite et tout pour manipuler l'opinion publique. Le président Paul Biya a fait ça. C'est dommage que nous en soyons encore là aujourd'hui, en 2020, en Afrique. On pensait que la Côte d'Ivoire, avec tout ce que le président Ouattara a fait sur le plan économique, parce qu'il faut reconnaître que c'est un monsieur qui est calé sur le plan économique, il a quand même fait des avancées sur le plan économique depuis 10 ans qu'il est là, qu'il faut saluer. Mais il vient de, par cet acte, il va diluer tous les efforts qu'il a fait. Tous ses prouesses vont être dilués dans une mare de boue légendaire, inoubliable, que l'histoire africaine retiendra
pour l'éternité. C'est dommage pour notre Afrique et c'est dommage pour la Côte d'Ivoire. Voilà, justement, Maître Bitton, il y a cette candidature, je reviens là-dessus, je vous pose la question. La candidature de Henri Konan Bédié. On se souvient que le président Ouattara avait dit qu'il était temps, en mars, il était temps de penser qu'il allait passer la main à une nouvelle génération. Oui, tout à fait. Amadou Gon Coulibaly est décédé le 8 juillet dernier. Est-ce qu'on n'a pas pensé de ce côté-là, à trouver quelqu'un d'autre avec Alassane Ouattara pour... Justement, Serge Alain, c'est comme si la Côte d'Ivoire se résume à tous ces vieux, n'est-ce pas? Ils sont vieux comme moi, mais ils devraient passer la main. Surtout qu'il a dit qu'il allait laisser le pouvoir à la jeunesse. Manque-t-il des jeunes politiciens voilà, de son parti et dans toute la Côte d'Ivoire? Moi, je crois que vraiment, c'est dommage. Nous ne cesserons jamais d'être infantilisés, d'être... Est-ce qu'on pourrait faire le même procès au PDCI qui a... On voit Henri Konan Bédié, il a plus de 80 ans, qui se lance encore. C'est même pipe, même tabac. C'est la même chose. Moi, je crois que il est plus que octogénaire. Oui. Je crois qu'il a plus de 80 ans. Oui, justement, Henri Konan. Vraiment, il faut savoir abandonner les choses et passer la main. Ces gens, ils ne pensent même pas à leur retraite, à leur repos. C'est des monuments qui devaient être vénérés, mais qui sont en train de saper, n'est-ce pas, leur propre image. Moi, je vais ajouter un élément, c'est que il faut que les téléspectateurs qui nous suivent sachent que ces scénarios, la plupart du temps, se produisent dans l'Afrique française. Oui. Puisque les pays de l'Afrique anglophone sont vraiment évolués. Quand vous prenez un pays comme le Nigeria a combien de présidents depuis l'accession à l'indépendance? Ils ont déjà eu près de 6 à 7 présidents. Vous prenez le Ghana, pareil. Vous prenez les pays comme... Vous comptez la période où les coups d'État, où il y avait les coups d'État? Oui, mais ils sont sortis de cette période-là. Ils sont sortis. Et depuis qu'ils sont sortis de cette période, ils n'ont plus plongé dans ce genre de manœuvres. Il n'y a que dans l'Afrique française que ces comportements continuent à perpétrer. À un moment donné, il faut aussi condamner... Non, au Bénin, ça alterne quand même. En Côte d'Ivoire... Au Sénégal, c'est alterne. On voit ce qui se passe actuellement comment on appelle encore le pays là, en Guinée, Patrice Talon. Au Bénin. Au Bénin. Patrice Talon, on a vu ce qu'il a fait avec les dernières élections locales législatives. Il a mis l'opposition de côté et tout gagné. Ce sont des manœuvres qu'il faut condamner. Et comme Blaise Essama a dit, vraiment, il est temps que les Africains se réveillent. On voit ce qui se passe au Mali actuellement. Je pense que l'attitude du Mali, l'attitude de ce qui s'est passé au Burkina Faso est ce que nous devons adopter, même dans notre pays, le Cameroun aussi. À un moment donné, il faut arrêter. C'est la patate qui avait accepté d'être mangée. Il faut arrêter. C'est aux Africains de se réveiller. De manipuler le peuple, de maltraiter le peuple de cette façon-là. Voilà, André Blaise Essama. D'abord, ce rectificatif. Le président de Côte d'Ivoire n'est pas un soubrefait de la France. Je vais m'excuser, je retire, je vais remodeler. La façon avec laquelle les pays africains sont instrumentalisés par le Quai d'Orsay m'énerve. Je suis en colère. Serge Alain, nous utilisons encore la monnaie coloniale, franc des colonies françaises d'Afrique. Une vidéo est virale sur Internet où vous voyez des chefs d'État qui disent que non, quand tu as 75 ans, quand tu as 80 ans, tu ne peux plus. Mais c'est viral sur Internet, tout ce qu'ils disaient. Mais comment ils ont oublié tout ce qu'ils ont dit? C'est pour rappeler tout simplement que les peuples africains doivent s'autodéterminer. Il est temps pour les peuples africains. Je parle des peuples africains. Je n'ai pas parlé des peuples camerounais parce que nous tous nous subissons ce que De Gaulle était venu faire. Leclerc qui est à Bonadjo en ce moment, après
la mort de M. George Floyd aux États-Unis, rendez-vous compte, on pose le genou sur la tête d'un être humain. La France continue de poser son genou sur la plupart des pays africains. Et c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire nous sommes des sous-hommes. Comment est-ce qu'on peut comprendre, après 60 années prétendues d'indépendance, M. Serge Alain Autou, que le président français, quand il arrive à Abidjan, les députés portent les drapeaux français. Les députés ivoiriens portent les drapeaux français et soulèvent en dansant Ayop, Ayop, Ayop. Je parle de ce que nous avons vu. On décore le pont. Il y a les ponts. Au Cameroun, nous sommes sauvés parce que l'UPC n'avait jamais accepté. Et il y a les ponts de Gaulle en Côte d'Ivoire. Je le dis, il faut assumer ce qui se passe aujourd'hui. Serge Alantou, je m'excuse. Je vais retirer ce que je vous avais demandé, mais je vais reformuler. Est-ce que vous savez que la Côte d'Ivoire, la plupart des sociétés, des multinationales, que ce soit des marchés qui sont accordés aux sociétés, les Ivoiriens ne profitent pratiquement rien. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, ceux qui mangent bien, ceux qui se portent bien, c'est parce qu'ils sont tout simplement ceux qui nous ouvrent la porte. Le billet d'avion entre Abidjan et Paris, malgré que la compagnie Air Afrique ait le siège là-bas, allez voir, c'est Air France qui porte tout. C'est Air France qui... Et parfois, ils obligent même les dirigeants, c'est-à-dire les ministres, à avoir toujours à consommer les produits français. C'est terrible ce que nous vivons. Le cacao de la Côte d'Ivoire, les matières premières de la Côte d'Ivoire. Allez voir combien coûte une boîte de cacao lorsqu'elle est sortie des plantations. Pourquoi les matières premières en Afrique vont continuer d'être fixées par l'Élysée, par le Quai d'Orsay, au nom qu'ils ont une place au Conseil de sécurité pour pouvoir garantir même la garantie du franc CFA. Serge Alantou, parlons-en. Il y a un livre ici que la plupart des Africains peuvent découvrir. C'est un programme dans les établissements scolaires au Cameroun. Ngouma Djemea, la résistance avec Douala Mangabel. Pourquoi je fais allusion? Parce que l'Afrique a eu des résistants, malheureusement, que nous n'avons pas pu faire, nous n'avons pas mis en lumière. Pouemi Tchinjam, qui a été inspiré par Osende Afana. Tchinjam Pouemi. Oui, Pouemi Tchinjam. Tchinjam Pouemi, le très grand économiste qui a été empoisonné. N'oubliez pas qu'il a été empoisonné. C'était mon professeur à l'université. Vous vous rendez compte un peu? Est-ce que nous avons déjà commémoré même, avons-nous fait le deuil, maître? Ok. Donc, la plupart des pays africains, pour terminer, malheureusement, de l'Afrique, qui avait été longtemps soumise à la volonté de De Gaulle, je parle de la période, nous sommes en 1914-1918, cette période continue d'être néfaste pour les pays africains. Et nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Il est temps pour nous de nous lever ensemble, de comprendre que les États fédérés africains doivent se mettre ensemble et se décoloniser totalement. Voilà. Pierre-Manuel Bignam de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a certains candidats qui ont été mis de côté. On pense au Premier ministre Guillaume Kigba-Fori Soro. Comment vous entrevoyez octobre en Côte d'Ivoire? Octobre sera très mouvementé en Côte d'Ivoire parce que, au-delà de la casquette politique, homme politique de Guillaume Soro, tout le monde sait que c'est un chef de guerre aussi en Côte d'Ivoire. Ce monsieur est un chef de guerre et tout le monde sait qu'il a ses bastions de guerre. Il a des bastions au Burkina Faso, au Ghana, un peu partout et tout ça. Donc, même étant en France, il peut... Mais bien sûr, puisqu'on a émis un mandat d'arrêt contre lui que l'Union africaine a débouté, l'Union africaine a ordonné qu'on lève ce mandat d'arrêt, que ça n'a aucun impact sur lui. Donc, il vit paisiblement en France, il se déplace, il fait des conférences de presse. Ça veut dire que c'est un simulacre, une fois de plus, que Ouattara a organisé. On dirait que ce monsieur est bien préparé à plonger la Côte d'Ivoire dans le chaos. Mais je connais et je fais confiance au peuple ivoirien qui est déjà mature.
Je pense que ce peuple va se soulever et va mettre en quarantaine Alassane Ouattara. Ce peuple va mettre Moi, je ne soutiens pas la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara et il faut le dire. Vous n'êtes pas ivoirien. Je suis ivoirien, M. Serge Alain Ouattara. Je suis ivoirien. Vous allez impacter sur... Je m'excuse. Je me reconnais du RDA, Rassemblement démocratique africain. Rappelez-vous la solidarité. PDCI, quoi. Si, parce qu'il ne faut pas oublier, non, les partis qui ont été formés par les colons, nous devons complètement les... Ah oui. Chacune des sections. Monsieur Serge Alain Ouattara, pourquoi je suis guinéen? Parce que au lycée Conakry, Guinée-Conakry, il y a le lycée Félix Roland Mounier. Je suis de l'Afrique de l'Ouest, je suis africain. Qu'on n'enlève plus cette identité aux Africains, que voilà un Africain de l'Afrique centrale. Nous sommes Africains, un point, un trait. Voilà. Merci. Pierre-Emmanuel Biam, merci beaucoup. Maître Tirem. Merci. Un mot de la fin, quand même. Écoutez, ce que je voulais seulement faire observer à M. Bignam, c'est qu'on est en démocratie et nous pouvons faire nos choix. Nous préférons respecter la souveraineté des États, la souveraineté du peuple ivoirien, qui fera ses choix le moment venu. Nous n'avons pas interféré dans la politique d'un pays ami. Voilà pourquoi nous préférons observer ce mutisme. Et je pense que si vous êtes un démocrate, vous devez respecter notre position et non simplement la condamner. Voilà. Et il faut créer des intelligences collectives pour pouvoir changer la donne en Afrique. Et surtout, au lieu de construire les barrières, construisons les ponts. Nous sommes tous reliés. Lorsque en Côte d'Ivoire, on pleure parce qu'il n'y a pas... Merci beaucoup. Je salue comme ça le révérend. Merci. Le révérend depuis les États-Unis. Merci, madame, messieurs. Nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. On se retrouve lundi lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, bon abo.